Noël, le grand débat par ici, télé, radio et La Voix du Nord, c'est reparti. Merci d'être resté avec nous et place désormais aux questions du public en compagnie de Stéphane Barbero d'ici Nord et Mathieu Delcroix qu'on va retrouver avec le public. Alors tout d'abord, messieurs, mesdames, y a-t-il des questions à chaud suite aux propos des candidats? Alors, nous avons une question sur le second tour. Bonjour madame, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, Fabienne Liagre, je suis habitante de l'île Sud. Alors, quelle est votre question? Alors, ma question s'adresse à monsieur Delemaire. Quelle belle campagne. Dites-moi le 15 mars au soir, vers qui vous allez vous tourner pour voter? Alors, je vous remercie pour votre question. Alors, moi, je suis candidat pour être maire de Lille. Ça n'aura échappé à personne. On a aujourd'hui entamé la distribution de notre programme aux Lilloises et aux Lillois. Il nous reste encore 10 jours de campagne. On va mener cette campagne et on a bon espoir de pouvoir l'emporter au soir du 22 mars, mais d'être en bonne position le soir du 15 mars pour nous maintenir au soir du 15 mars pour aller vers le second tour. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une logique de se dire vers qui on va se tourner pour aller soit appeler à voter ou soit faire une fusion. Aujourd'hui, je suis candidat pour être maire de Lille. Mais vos électeurs ont peut-être envie de savoir, si vous n'êtes pas qualifié pour le second tour, pour qui appellerez-vous à voter? Pour Violette Spilbout? Pour Mathieu Vallet? Alors non, alors ce que je peux déjà dire, c'est que ce ne sera pas vers Mathieu Vallet, parce qu'on a un certain nombre de différences, à commencer par notre parti politique, qui fait qu'il y a une digue, il y a un cordon sanitaire, certains appellent ça un barrage républicain, qui fait que je ne pourrai pas appeler à voter pour Mathieu Vallet. Concernant les autres candidatures, moi ce qui m'intéressera, ça sera surtout de regarder le programme en temps voulu. Mais encore une fois, on répondra à cette question le soir du 15 mars. Pas avant. Les sondages qui ont été faits, j'ai vu ici et là, il y a eu des sondages qui ont été faits. Les sondages ne sont qu'une photographie à un instant donné. Il y a eu des appels du pied assez nets quand même. Dans Alors, la c'est première pas un partie appel du du pied. débat. Quand on appelle un candidat à 10 jours du premier tour à se désister, c'est pas un appel du pied. Un appel du pied aurait été au préalable de se voir, de s'appeler, d'échanger éventuellement sur un projet commun ou ce genre de choses. Ça n'a absolument pas été envisagé, ça n'a absolument pas été fait en tout cas par la candidate dont vous parlez. En tout cas, s'agissant du second tour, déjà allons jusqu'au premier tour. Et puis on verra en fonction des résultats. Vous nous direz ça. Excusez-moi, ça va être, avec ça va grand être dur, plaisir. Monsieur Delmaire, d'appeler à voter Mme Spilbout après avoir dit qu'elle était co-responsable avec Monsieur Deslandes et Monsieur Bali J'ai pas dit ça. d'un bilan. Non mais, J'ai pas en dit tout cas, ça. vous avez tout de suite fermé la porte à ma personne et mon parti. Non, mais pas Monsieur votre personne. Retailleau, je termine, je vais essayer d'écouter. Monsieur Retailleau, que vous avez fait venir l'année dernière, en novembre, je crois, Oui. sur un meeting, si Oui. j'ai bon souvenir. Disait que lorsqu'il y a eu des futures échéances qui sont arrivées entre-temps, ça ne vous a pas échappé, c'était tout sauf la gauche. Donc je pensais que vous alliez reprendre une doxa que vous avez défendue dès le début du débat en disant mais moi- pas d'idéologie, pas de totalitarisme. Et après, si Mme Spilbout est sur son tour, vous avez été si dur à dire entre vous, et surtout vous, je me dis quand même que peut-être qu'un défaut d'un mariage, il y aura peut-être un Pax qui n'était pas celui qu'on ait vu venir avant le premier tour ou le second tour. Alors, Allez. non, c'est absolument pas ça l'idée. Moi, je vous le dis, les extrêmes, aussi bien la France Insoumise ou le Rassemblement National, font partie de mes combats. Et donc, effectivement, je ne m'allierai pas ni avec vous, ni avec Madame Madame Hadouche. Hadouche, elle a un parcours social, j'ai un parcours policier, on se mettra Oui. pas d'accord sur nos idées, mais on est Oui. tout aussi respectable que vous, qui a eu un parcours aussi cassé. Encore une fois, il ne s'agit pas de vos personnes, il s'agit des idées de votre parti politique. On va écouter aussi nos téléspectateurs, auditeurs, lecteurs qui sont présents. On a une question sur les équipements sportifs. Bonjour madame. Bonjour, Christine Petitpré, j'habite Bellevoisin. Moi, je voudrais savoir, les candidats, quels sont vos projets sur les équipements sportifs et ensuite sur le santé, sport et santé. Est-ce que vous trouvez qu'il manque d'équipements sportifs Moi, à je Lille? trouve qu'il manque d'équipements sportifs. Personnellement, sur Bellevoisin, c'est souvent envie d'aller plutôt vers Marc que vers Lille parce que je suis plus près de Marc, sans doute. C'est plus difficile d'aller à Lille et j'aimerais bien avoir des équipements sportifs plus près de chez moi, à Lille. Qui souhaite répondre? Stéphane Bally. Je vous réponds, j'ai un document à destination des habitants de Fives et de Saint-Maurice-Pelvoisin qui est en cours de distribution avec un certain nombre de propositions, et notamment celle sur les équipements sportifs, et je pense notamment à la salle Jean Zay, qui est une promesse de Martine Aubry qui a été pendant au moins 3 ou 4 mandats, qui n'a pas été tenue. Et quand on regarde l'état de la salle, il y a un investissement qui est absolument indispensable. Donc oui, il y a besoin à la fois d'une salle de sport sur Saint-Maurice-Pelvoisin, une salle qui soit à la hauteur des besoins. Je pense aussi le clubhouse sur l'avenue du Ray pour
club de foot. Et puis on a besoin aussi d'une salle polyvalente sur Saint-Maurice-Pelvoisin. Et je me permets juste, vous avez évoqué sport et santé, et de faire aussi permettre d'exposer la proposition d'avoir une maison de santé par quartier. Parce que oui, on est au cœur d'une métropole, on a un CHR qui est connu au niveau national, voire reconnu au niveau international. On a le GHICL, on a un certain nombre de cliniques, et pourtant, en fait, dans certains quartiers, certaines spécialités, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous, d'où cette proposition. On va rester, si vous voulez bien, sur cette proposition les équipements sportifs je termine au service et de la santé. et du sport santé. Je me permets juste de terminer sur cette proposition, parce que vous habitez Saint-Maurice-Pelvoisin et juste la commune limitrophe, Mont-Saint-Barreuil, il y a une maison de santé qui a été ouverte à l'initiative de la majorité municipale, et je sais qu'un certain nombre d'habitants du quartier vont à Mons. Je pense qu'on ne peut pas s'en réjouir. Attention, votre temps de parole, Stéphane Bally, vous avez énormément d'avance. On va voir du côté de Violette Spielwood, du coup. Qu'est-ce que vous pouvez répondre en termes d'équipement sportif? D'abord, vous avez raison, madame. Le sport, c'est la santé. Et il est très important aujourd'hui qu'à Lille, on renforce à la fois les créneaux pour les clubs sportifs qui manquent de créneaux parce qu'il manque d'équipements à Lille. Et puis qu'on renforce aussi l'accès en pratique libre parce que beaucoup d'étudiants, de seniors veulent pouvoir, dans l'espace public, dans des équipements ouverts à tous, y compris le soir, le week-end, pouvoir faire du sport. Donc moi, dans mon programme, j'ai à la fois des nouveaux équipements. Je pense au bain lillois qu'on va faire renaître avec une piscine intérieure et extérieure et une base nautique au bord de la Deule. Pour ceux qui ont connu la piscine Max Dormois, eh bien, on n'a pas envie qu'elle soit simplement fermée. On a un nouveau projet là. On a aussi une aréna à Lille Sud pour permettre aux habitants de Lille Sud d'avoir des équipements accès libre, notamment salle de musculation, d'entraînement et sport collectif, et puis aussi des grands événements qui viendront à Lille Sud. Et puis enfin, le parc Saint-Sauveur qui redeviendra un espace vert accessible à tous, un parc ouvert nuit et jour, comme ça se fait dans de grandes capitales européennes, c'est pouvoir faire de la marche sportive et des activités collectives en plein air. Je vous invite, demain soir, j'ai une soirée débat à mon local de campagne, au Brest Café, avec le professeur Frogel, qui fait partie de mon équipe, qui est colistier, sur la prévention santé, qui est une grande priorité de mon programme. Et je crois que c'est très important qu'on s'y intéresse tous, femmes, jeunes, enfants, seniors. Il y en aura de grands débats pour tout le monde demain soir. Arnaud Deslandes, que préparez-vous dans votre programme? D'abord, on fait quand même le constat, c'est vrai, aujourd'hui que nous avons une saturation des créneaux sportifs sur la ville. Il y a eu beaucoup de rattrapage dans les 20 dernières années sur les équipements sportifs, la halle Jean-Bouin, la halle de glisse, le jardin des sports. Aujourd'hui, il faut continuer à travailler sur ce sujet-là, notamment, je l'ai proposé que nous puissions prendre en achetant les terrains qui sont ceux du Luc aujourd'hui à Moulins pour avoir des gymnases, des terrains de foot notamment qui soient directement disponibles et qu'on puisse redistribuer des créneaux tout en préservant d'ailleurs le Luc sur ce site-là. Et puis le premier enjeu, c'est quand même les piscines aujourd'hui. Nous avons un déficit de bassins de nage pour cette ville comme pour la métropole qui est assez criant. Aujourd'hui, nous reconstruisons et il sera bientôt terminé d'ici l'été. La piscine Camille Muffat qui se trouve à la porte d'Arras est en cours et va être lancée la piscine à Fifcaille. Je souhaite que nous puissions aussi avoir une grande piscine métropolitaine à Saint-Sauveur sur un site à discuter, mais il faut que nous ayons aujourd'hui des bassins olympiques, des bassins de nage pour d'abord nos enfants qui doivent apprendre à nager et pouvoir répondre à nos obligations scolaires sur l'apprentissage de la natation et ensuite pour les clubs et puis pour le public aussi. Et transformer la ville, rendre l'espace public plus confortable pour la pratique libre du sport en ayant des totems et des jalonnements sur l'espace public qui permettent de pouvoir notamment faire se chronométrer, vérifier comment on avance, s'assurer de sa santé. Ça, c'est aussi faire avec le sport, ce qu'on a su faire d'ailleurs avec la culture, c'est du sport qui est partout et accessible à tout le monde. On peut passer à la question suivante. Alors, les aménagements en faveur des mobilités douces, c'est bien, mais la cohabitation est parfois un peu compliquée entre piétons, cyclistes, trottinettes. On vous écoute. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, donc Pauline Brzezinski, je suis lomoise, donc je suis aussi ravie de tout ce qui est travaux sur l'avenue de Dunkerque pour la sécurité aussi des vélos. Néanmoins, on connaît le civisme français, la place de Lille qui est piétonne depuis maintenant quelques semaines. C'est un peu la cacophonie entre les piétons, les vélos et les trottinettes qui ne mettent pas le pied à terre. Est-ce que vous avez prévu de verbaliser plus des règles, des réunions d'information
Sur ce sujet, peut-être parce que du coup, la Grand Place piétonne, j'ai assumé de dire qu'il fallait laisser passer les vélos à la vitesse du pas sur la Grand Place. On se donne le temps et le recul de regarder comment les choses se font, et notamment cette cohabitation qui, effectivement, n'est pas toujours évidente. Si les choses ne sont pas respectées, nous n'hésiterons pas à lancer une campagne de verbalisation de ceux qui ne respectent pas le principe de dire qu'il faut rouler au pas sur la Grand Place. Et de manière générale, c'est vrai, dans le rééquilibrage de l'espace public que nous avons fait, où les mobilités douces ont été augmentées, notamment la place des vélos, aujourd'hui, il y a ce sujet de cohabitation qui est très important. Le travail de la police municipale, mais aussi le travail des ASVP qui va évoluer pour assurer cette forme de police de cohabitation entre les usages de l'espace public aujourd'hui. Encore une fois, et vous avez dit le mot, c'est aussi une question de civisme et chacun doit respecter les règles et respecter l'autre. Et le piéton est prioritaire partout. Ça, c'est la règle qu'il faut défendre. Entre rien aujourd'hui et une verbalisation, je pense qu'il y a un entre-deux qui est la médiation. On a besoin, dans des nouveaux espaces partagés, d'avoir des brigades qui soient certes sous l'autorité de la police municipale, mais qui soient plus en dialogue, en présence. Aujourd'hui, vous êtes sur la Grande Place. Il n'y a pas de personnel municipal pour justement expliquer ces règles, reprendre quelqu'un. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin immédiatement de la verbalisation, mais d'abord des explications et des rappels à l'ordre. C'était aussi votre question, Monsieur Perrier. Est-ce que vous voulez aller plus loin sur ce thème ? Je veux bien, effectivement. Gérard Perrier, je suis habitant de Lille depuis 25 ans, dans le centre. Et ce dont je m'aperçois effectivement avec les nouveaux projets de mobilité, qui sont sur le papier extrêmement intéressants et indispensables. Aujourd'hui, la mise en place, j'ai l'impression que dans la municipalité passée, ma question se porte aussi aux autres candidats, il n'y a pas de chef de projet. Dans n'importe quelle entreprise, il y a des chefs de projet. Ici, on inaugure des rues, on laisse les vélos ou des places, on laisse les vélos, les piétons aller où ils veulent, sans code. Et effectivement, Monsieur Deslandes, le résultat, c'est que la police, c'est l'habitant qui le fait, au détriment de sa santé, des risques qu'il prend. Donc avant de penser à faire des totems pour les sportifs, vous pourriez peut-être penser les uns les autres, je ne veux pas viser spécialement, mais c'est vous qui avez réalisé, Martine Aubry. Aujourd'hui, ces mobilités douces sont absolument dangereuses, simplement parce qu'il n'y a pour personne, je me suis souvent pris de bec avec, y compris des cyclistes, et des personnes très bien, qui ne réalisent pas simplement qu'elles sont sur un trottoir. Et pour elles... Alors, on va écouter les candidats. La Waria à Douche, peut-être on ne vous a pas encore entendu sur ça. Oui, non, mais pour reprendre un peu sur... parce que Madame parlait de l'avenue de Dunkerque, notamment à l'Homme. Effectivement, oui, il faut que ce soit clair sur les passages, parce que je pense aux personnes en situation de handicap, en fait, quand on rogne sur les trottoirs, et donc du coup, ça fait moins de place pour les fauteuils roulants, notamment, je pense à ça. Et effectivement, il faut que ce soit délimité correctement, d'avoir vraiment des tracés correctement sur la route, de mettre, voilà, ça, c'est pour les vélos, les trottinettes et ce qu'on veut, et qu'on laisse le trottoir libre, parce qu'aujourd'hui c'est pas ce qu'on a. On a vraiment les cyclistes, les trottinettes, etc., qui rognent sur les trottoirs. Par exemple à la ville de Dunkerque, c'est exactement le cas. Et donc il faut vraiment délimiter ça. Monsieur, vous avez raison, effectivement. Aujourd'hui, il y a des projets qui se font, et aujourd'hui, il n'y a pas de concertation. Et il est là le problème, parce que les décisions viennent d'en haut et on ne nous pose jamais la question. Et nous, ce qu'on propose à la France Insoumise et avec notre programme, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Voilà, si vous avez un projet, eh bien, vous pourrez le proposer au conseil municipal, et elle est là toute la différence, parce que quand on pense tout seul, effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que tout le monde participe. Quand on a des projets, il faut que tout le monde soit concerté et tout le monde doit donner son avis. Donc je vous rejoins là-dessus, monsieur, effectivement, oui, vous avez raison. Il faut qu'on vous concerte et il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Mais effectivement, il faut délimiter, comme je l'ai dit, pour les piétons, les trottinettes et les vélos, et laisser les piétons tranquilles. Parce que moi, je suis passée du côté au niveau du stade, comment on appelle, du Parc Rouge. Et effectivement, oui, j'ai failli me faire couper en deux par une trottinette qui passait à vive allure. Donc il faut délimiter et bien marquer les espaces pour que personne empiète sur l'autre. Et effectivement, vous avez raison, Monsieur Deslandes, il faut aussi du civisme et de la prévention, de la sensibilisation. Et c'est ce qu'il faut faire. On parlait tout à l'heure Je ne peux quand même pas laisser dire qu'il n'y a jamais eu de concertation. Il y a eu des centaines de réunions de concertation, notamment avec Stanislas Dandievel ou Jacques Richir, sur chaque projet, avec les ateliers qui ont été pris par les conseils de quartier, et avec les usagers, avec les riverains,
avec la commission accessibilité par ailleurs, sur chaque projet d'aménagement de l'espace public. Donc on ne peut pas laisser dire qu'il n'y a jamais eu de concertation, ça c'est pas vrai. Et qu'on ferait nos petits dessins en chambre dans la mairie. Vous n'êtes pas à Lille aussi, madame Madouche. Aucun projet. La concertation sur les aménagements, je pense notamment dans le Vieux-Lille, finalement, l'atelier de concertation a découvert la décision de piétonnisation de la Grand Place, alors qu'il y avait encore un atelier qui était programmé. Donc, évidemment, on peut avoir des ateliers dits de concertation, mais quand finalement c'est un atelier d'information, voire juste de ratification ou d'applaudissement de la politique menée, ça ne s'appelle pas de la concertation et encore moins de la co-construction. Moi, ce que je constate dans l'île, c'est qu'il y a eu des aménagements, de façon indéniable, il faut le reconnaître, quand même, dans l'hypercentre, parce que ce mandat-ci, j'ai pu l'évoquer, on a un peu la ville Instagram. Il y a de belles réalisations qui ont été faites dans l'hypercentre. Or, l'île, c'est quand même 2 communes associées et 10 quartiers. Et il y a nombre de quartiers, il n'y a pas eu un seul et unique aménagement, que ce soit cyclable ou que ce soit de requalification de végétalisation. Et quand même, une lecture qu'on peut avoir, c'est que précédemment, on opposait les cyclistes aux automobilistes et que là, finalement, vos questions, elles sont légitimes. On oppose, parce que finalement, vous avez l'expertise d'usage. Vous avez l'expertise d'usage. Et on oppose finalement les cyclistes aux piétons. Ça signifie qu'il y a quand même des choix qui ont pu être faits. Je pense notamment sur la rue Solferino. C'est bien mieux, bien plus joli qu'avant. Mais quand on regarde, finalement, quand on est tant cycliste que piéton, on voit bien que ça fonctionne pas. Et ça, finalement, c'est aussi les choix qui ont été faits, les arbitrages qui ont pu être opérés et qui ne sont pas issus de concertation et encore moins issus d'une demande et d'un retour d'expertise d'usagers. Parce qu'on est tous, et moi je le dis, cette ville, nous sommes tous piétons. Nous soyons piétons, usagers des transports en commun, cyclistes, automobilistes. À tout moment de la journée, en fait, on va marcher ou on va avoir un déplacement éventuellement, je vois monsieur, en fauteuil roulant. Il faut donc avoir une ville qui soit pleinement accessible. Et qui est accessible. en lien, justement. Ça concerne le handicap Bonjour monsieur. dans le public. Vous Une nouvelle présenter. question. Bonjour, je m'appelle André Ichoquet, j'ai 30 ans. Je suis personne en situation de handicap invisible. Je travaille à l'ESAT de Lille-Fives en atelier FAL, donc le facile à lire et à comprendre. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous allez proposer ou mettre en place pour les personnes en situation de handicap, que ce soit des handicaps visibles ou invisibles. Un candidat qu'on n'a pas entendu récemment. Louis Delemaire, Mathieu Vallet, vous souhaitez répondre ? Oui, alors, bon, il y a effectivement plusieurs types de handicap. La première chose que je veux dire, c'est que notamment pour les handicaps les plus lourds, j'ai envie de dire, ceux qui nécessitent notamment de l'accompagnement à domicile, de l'aide à domicile, je souhaite renforcer le soutien des services d'aide à domicile qui existent, qu'ils soient privés ou associatifs, voire même développer un service d'aide à domicile municipal. Aujourd'hui, ce sont des services qui sont évidemment utiles pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes en perte d'autonomie en raison de l'âge. C'est une compétence qui est avant tout départementale, mais qui aujourd'hui souffre d'un manque de financement de par l'augmentation des salaires et le gel du tarif socle. Et donc, moi, je propose que la ville leur vienne en aide, parce que sans ces services-là, demain, avec la gérontocroissance qu'on a et le nombre de personnes qui sont en situation de handicap et qui sont accompagnées par ces services d'aide à domicile, dans le futur budget de la ville, je flèche 1 million d'euros en soutien à ces services d'aide à domicile, notamment la maison de l'aide à domicile. Donc un guichet à la mairie ? Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le CCAS, on pourra imaginer qu'on viendra compenser à hauteur de 50 centimes par heure prestée l'heure prestée par l'organisme extérieur. Voilà, pour pouvoir pérenniser leur trésorerie et leurs difficultés financières. Mathieu Vallet, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Non, mais je suis heureux d'entendre ce monsieur qui parle d'un handicap invisible, puisque ma mère a une sclérose en plaques et qu'elle fait des démarches en veux-tu, en voilà auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Donc je pense qu'accompagner les personnes qui font des démarches dans ce parcours qui est une jungle, ça serait déjà un premier point que la mairie s'engagera à faire. La deuxième, c'est la mobilité. Il ne doit pas y avoir de discrimination liée à quoi que ce soit, encore moins sur le handicap. Et donc sur nos rues, sur nos transports, sur nos services publics, il faut absolument que l'accès aux personnes à mobilité réduite comme aux personnes qui ont, comme vous le dites, un handicap invisible, puisse être assuré. Monsieur Bali l'évoquait tout à l'heure, ou monsieur Deslandes de mémoire aussi, sur le fait qu'il y avait encore des progressions et des marges de progression en la matière. Et c'est un sujet typiquement où je pense qu'il faut qu'on soit unis. Vous avez une ou deux mesures peut-être La première, je vous l'ai dit,
l'aménagement qui permet à tous. Quand vous avez la grande place piétonnisée et que c'est parfois compliqué aux gens à mobilité réduite de pouvoir accéder aux Ferrées du Nord ou à des enseignes beaucoup plus connues comme chez Mer, avec notamment les pavés ou le Vieux-Lille, c'est vrai que c'est compliqué, la largeur des rues ou le partage avec les mobilités qu'évoquait Madame à l'homme ou Monsieur à Lille. Et donc la deuxième mesure, c'est aussi d'accompagner concrètement les gens dans leur démarche du quotidien. Moi, je ne veux pas de l'assistanat parce que ces personnes qui ont un handicap visible ou invisible, d'ailleurs, ont le droit à la même égalité et au même traitement que n'importe lequel d'entre nous. Et je suis bien placé pour en parler, puisque moi, j'ai une mère qui a cet handicap invisible, mais qui travaille aujourd'hui grâce à des dispositifs d'aménagement et notamment permis par le service public. Violette Spielbout. Quand on est en situation de handicap, que ce soit un handicap visible ou invisible, et peut-être encore plus invisible, tout est plus difficile, tout est plus compliqué dans la vie quotidienne. Donc la première mesure que moi je porte avec Faire respirer l'île, c'est la gratuité des transports en commun pour les personnes en situation de handicap. Ça nous semble essentiel et ça fait très longtemps que c'est réclamé par les associations. Et puis on s'est vu, monsieur, je me souviens de vous à l'ESAT de Fives, effectivement, quand j'ai visité et rencontré les équipes. Et ce sont des personnes en situation de handicap qui travaillent. Je crois que chaque personne handicapée puisse trouver une place dans la société et que la ville les accompagne. Je le ferai. En tout cas, c'est très important à travers un club d'entrepreneurs qui sera responsable. Les entrepreneurs de Lille veulent pouvoir plus s'inclure dans la ville et plus accompagner les projets associatifs, mais aussi l'accompagnement vers l'emploi des personnes handicapées. Et puis enfin, je crois que dans toute politique publique, quand on veut qu'elle soit 100% inclusive, il faut permettre aux personnes en situation de handicap, dès l'amont des projets, un nouveau projet culturel, un nouveau projet sportif, qu'elles puissent s'exprimer dans les besoins, parce que quand un équipement ou une politique publique est pensée pour une personne handicapée, eh bien, elle est plus accessible à tous, y compris à des personnes qui sont plus âgées ou à des personnes qui ont des poussettes avec des enfants. Voilà, tout est plus adapté et plus facile pour l'ensemble des Lilloises et des Lillois. C'est un bénéfice pour tous. Arnaud Deslandes, vous proposez une sentinelle inclusion qui soit rattachée d'ailleurs à la MDPH, la maison départementale. Alors qui n'est pas rattachée à la MDPH, mais qui est rattachée à la ville et qui va permettre, avec une brigade mobile connectée et avec des démarches qui seront faites et accompagnées par la Maison des Solidarités, de pouvoir aider les démarches auprès de la MDPH, parce qu'on reconnaît que c'est un service public qui aujourd'hui c'est un parcours du combattant, difficile. Mais alors concrètement, comment ça se passerait ? C'est-à-dire qu'en fait, on est le point intermédiaire entre le bénéficiaire et la MDPH, parce qu'aujourd'hui, les bénéficiaires ont du mal à pouvoir aller à la MDPH, à pouvoir être entendus, à avoir un accès directement. Ça fait partie de ces services publics qui, je trouve, aujourd'hui, ne répondent pas à ce qu'on attend des services publics, qu'ils soient accessibles, qu'on ne soit pas obligé d'arriver sur rendez-vous préalable, qu'ils soient disponibles et surtout inconditionnels et universels, qui qu'on soit et qu'on ait droit aux mêmes prestations. La MDPH, aujourd'hui, même si elle a fait des progrès, reste encore défaillante à cet égard, et c'est pour ça qu'on veut avoir cette sentinelle d'inclusion qui permet de faire le lien entre les deux et d'aider aux démarches des personnes handicapées qui doivent aller avec la MDPH. Et puis de travailler aussi sur la question du parasport. C'est-à-dire que jusqu'ici, on faisait de l'handisport et qui était plutôt concerné sur l'handicap visible, et de faire du parasport qui inclut la question du handicap invisible, et on le fait notamment avec des clubs de tennis de table, de pouvoir aussi faire en sorte que la culture soit accessible à tout et à tous les handicaps. Et c'est ce qu'on a déjà commencé à faire par le Palais des Beaux-Arts aujourd'hui, et de l'étendre à l'ensemble des équipements culturels, ou le faire comme on le fait d'ailleurs avec le Théâtre du Nord qui est 100% accessible. Et puis terminer aussi l'accessibilité pour le coup pour le handicap physique de l'ensemble des bâtiments publics. On a beaucoup avancé, beaucoup progressé. Il reste encore un peu d'équipements publics municipaux qui ne sont pas encore accessibles et qu'il faut terminer pour en assurer l'accessibilité aujourd'hui et demain. Et puis continuer le développement des classes inclusion que nous avons aussi dans les écoles primaires et maternelles de la ville, qui sont adaptées notamment pour la prise en charge de personnes atteintes d'un trouble autistique. Merci. On va prendre une nouvelle question dans le public. Ça concerne un lieu historique de la ville, c'est l'avenue du Peuple belge. C'est là que Lille est née historiquement, avec un projet d'aménagement important qui est en cours. Je vous laisse poser votre question. Bonjour, oui, je suis Denis Liébard, donc habitant des Bois Blancs. Et j'y habite depuis 40 ans, donc j'ai vu comment le quartier s'est amélioré avec la mise en valeur de l'eau et de la nature. Il y a eu de beaux projets sur la branche de Croix, sur le bras de Saint-André, pour revaloriser aussi l'eau. Et sur l'avenue du Peuple belge, le projet qui est proposé aujourd'hui ne prend pas vraiment en compte la présence de l'eau. Donc j'aimerais entendre votre point de vue sur une éventuelle remise en eau de la Deule dans l'avenue du Peuple belge. Alors Stéphane Bally, vous êtes pour une remise en eau ? Oui, en fait, je suis pour répondre aux attentes qui ont pu être exprimées par les Lillois. C'est-à-dire 74% des Lillois
ont exprimé le retour de l'eau à Lille, et la majorité municipale, avec 26%, a considéré qu'en fait, elle y ferait un parc. Donc ça pose une question évidemment d'aménagement, comment on réintroduit l'eau dans la ville, qui est quand même Lille, c'est une ville d'eau, d'une part, et ça pose la question aussi de la concertation. On a pu évoquer à plusieurs reprises concertation, démocratie participative, sur la méthode. On ne peut pas poser une question et faire finalement l'inverse de la réponse très largement exprimée. Eh bien, ce que je propose, parce que c'est quand même une promesse depuis des décennies de requalifier l'avenue du peuple belge. Moi, j'ai écouté les Lillois, et donc il y aura le retour de l'eau, avenue du peuple belge, conformément à ce qui a pu être exprimé. Et quelque part, on n'a pas à opposer, comme ça a pu être fait, présence de la nature, de la verdure, avec de l'eau. On doit faire les deux. Et donc, c'est ce à quoi je m'astreindrai le mandat prochain. C'est vrai que c'est une question qui fait débat. Violette Spilbout et Louis Delemaire sont aussi favorables à cette remise en eau. On va peut-être écouter Lawaria Adouche sur cette question. Écoutez, je pense qu'il y a des priorités en fait à Lille et aujourd'hui, tout est question, c'est beaucoup centré, en fait, tout ce qui est rénovation, etc., c'est beaucoup centré sur le centre et on oublie souvent les quartiers populaires. Oui, mais l'avenue du peuple belge, d'abord, on fait quoi? C'est ça qu'on aimerait savoir. Je pars du principe que les habitants, les Lillois et les Lilloises, doivent décider de ce qu'ils souhaitent mettre en place dans leur ville. Et donc, par le biais notamment du référendum d'initiative, nous, sur l'avenue du peuple belge, on ne s'y opposera pas s'il y a une votation. Il y avait eu une consultation déjà. Oui, mais nous, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si les Lillois et les Lilloises souhaitent mettre, par exemple, vous voulez que l'avenue du peuple belge soit remise en eau, par exemple. Attendez, on va vous donner un micro. On va vous donner un micro. Oui, pardon. Oui, c'est mon souhait, parce que je pense qu'il y a un intérêt écologique pour le rayonnement de la ville également. Et je pense que le peuple belge, c'est aussi un quartier populaire. Il y a plein de gens qui sont concernés et qui bénéficieraient de ce réaménagement de l'espace, qui améliorerait le cadre de vie. Et je pense que ça a même une portée métropolitaine, au-delà du cœur du Vieux-Lille. Donc effectivement, nous, en tout cas, on ne s'opposera pas à la remise en eau avenue du peuple belge. Voilà. Très bien. Mathieu Vallet, Moi, vous remettez en eau ou pas? Non, moi je suis pour un lac au niveau de... Quand vous passez dans le Vieux-Lille, vous avez déjà un parc qu'il faudrait requalifier, celui qui est devant le commissariat de police, le bureau de police, le tribunal enseignement d'instance. Vous avez un grand parc qui est délaissé, comme le jardin Vauban, comme le parc Matisse. Donc il y a des marges de progression aussi sur ce point-là. Et ensuite, comment? C'est ce dont on parle. Oui, mais justement, moi je parle de remettre en état ces parcs et ensuite de mettre dans la deuxième partie, où vous avez un grand espace vert au milieu, un lac avec des aménagements végétalisés et de permettre d'avoir de la verdure accessible sans pour autant les coûts exorbitants et la difficulté aussi de mettre en œuvre cette mise à l'eau, monsieur. Voilà, moi j'essaie d'être concret et pragmatique. D'abord, le taux de participation était très faible, donc je m'interroge aussi sur la légitimité d'une consultation quand peu de personnes se déplacent. C'est aussi une question qui 15 000 habitants qui avaient participé. Voilà. Donc voilà, oui, mais par rapport aussi, moi je ne classe pas les gens en fonction de leur quartier. Il faut aussi qu'il y ait une unicité et un rassemblement de la ville par rapport à tous les quartiers. Monsieur Bali, d'ailleurs, c'est qu'il y avait 10 quartiers et LM et l'homme, il faut aussi qu'on construise une ville pour ces quartiers et tous ces quartiers, pas simplement pour faire du clientélisme. Donc moi je dis simplement que la mise en place d'un lac sera plus rapide que la mise à l'eau telle qui vous a été promis. Ça donnera aussi de la nature et il y aura une réflexion des parcs et jardins et des squares qui aujourd'hui, moi quand je me déplace, quand je vais en famille aussi dans des squares partout, dans le Vieux-Lille, mais aussi à Vauban, mais aussi au centre, mais aussi dans les autres secteurs avec le Grand Palais. Par exemple, tout à l'heure, j'ai pas été mais la Fréchin-Sauveur où je joue une piscine olympique également. Et ben oui, il y a encore du travail à faire, mais être maire, je le dis, je l'avais dit dans d'autres débats, c'est difficile. Et le problème de ces concertations, et je vends pas du rêve. Le problème de ces concertations, est-ce que c'est pas d'abord les opposants qui s'expriment et qui répondent à ces concertations? Non, je pense qu'on l'a vu d'ailleurs sur la Grand Place, puisqu'il y a eu 13 000 participants. On l'a vu aussi sur le peuple belge, qu'on a eu 15 000 votants, pour le coup. Et puis, c'est pas parce que le résultat ne nous plaît pas qu'il ne faut pas l'entendre. Donc, aujourd'hui, il y avait donc 4 projets. C'est le projet du Grand Parc qui a été retenu. Non. Si, à 73%, c'est le retour de l'eau. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, monsieur Bali.
vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, il y avait 4 projets, un exclusivement vert, un exclusivement bleu et 2 mixtes. Donc en fait, le vert, il est aussi à 3/4, si on veut bien être tout à fait justifié dans la réponse. La règle était connue, c'était le premier, celui qui arriverait en tête, qui serait le projet retenu. Tout le monde le sait, je m'en suis jamais caché, j'ai voté pour la remise en eau. Il se trouve que c'est pas celle-là qui a gagné, que c'est plutôt le projet du Grand Parc. Et il faut le reconnaître aussi que les habitants du Vieux-Lille ont très majoritairement choisi plutôt le Grand Parc. Il y avait une inquiétude sans doute liée aux travaux. Et par ailleurs, aujourd'hui, il faut bien quand même se rendre compte, on est dans un moment où l'argent public se raréfie. Le projet de remise en eau du peuple belge, avec tout ce que ça induit de travaux lourds, serait aujourd'hui tout à fait inaccessible financièrement. Combien ça coûterait? Vous l'avez chiffré, Violette Spilbout? Aujourd'hui, C'est 100 millions d'euros, mais vous avez raison sur ce coût qui est très important. Et je crois qu'il y a une condition à la remise en eau du peuple belge que moi je souhaite, parce qu'on a travaillé non seulement sur cette concertation avec les habitants, mais aussi sur les recommandations de Renaissance du Lille Ancien, qui est une association qui porte aussi l'histoire patrimoniale de Lille. Et je crois que c'est important de rester ancré dans son histoire. C'est qu'il faut aller chercher des financements d'État et des financements européens. Et donc, il faut demain être un maire et un président de métropole qui est capable d'aller mobiliser des partenaires autour de ce projet, ce qui n'a jamais été le cas les 20 dernières années. Et puis, le deuxième sujet, c'est que cette concertation, elle n'a été ouverte qu'aux Lillois. Et moi, je crois, comme vous l'avez dit, monsieur, que l'enjeu de la remise en eau du peuple belge, c'est un enjeu d'attractivité du cœur de Lille pour l'ensemble de la métropole. Et que, très certainement, des habitants de la Madeleine, de Saint-André, qui sont très concernés par la trame bleue et par la continuité de tous les réaménagements qui sont connexes à cette remise en eau, doivent aussi pouvoir donner leur avis. Donc en vrai, je crois que dans le mandat qui vient, il n'y aura pas de réalisation, mais en tout cas, il faut lancer les études, il faut relancer une concertation digne de ce nom, et on aura demain un projet qui sera finançable pour la remise en eau. Alors l'idée, c'est d'échanger avec le public. On va reprendre une nouvelle question. Bonjour monsieur, je vous laisse vous présenter et poser votre question sur la mendicité, me semble-t-il. Merci beaucoup. Je suis Bernard Mollard, nouveau Lillois depuis l'été dernier, mais je suis né à Roubaix, j'ai fait toute ma scolarité et après je suis parti pour mes études et mon activité professionnelle partout en France, dans des grandes villes. Et c'est volontairement, mon épouse et moi, qui avons décidé de revenir sur l'île pour retrouver le charme d'une ville ch'timi, et on n'est pas du tout déçus. On est même émerveillé, et je m'adresse au maire et à vos prédécesseurs, de ce qu'est devenu l'île. Donc ça, c'est la partie dorée de la médaille. Le revers de la médaille est lié à la mendicité. Je suis profondément attristé quand je rentre de la gare, que je rentre chez moi, de voir tous ces malheureux tendre la main, des gens dormir sur les bancs du parc Foch, dormir dans des coins d'immeubles, de bureaux. Et là, je me pose la question, pour faire court, est-ce que vous pouvez énoncer une action forte et une seule si vous étiez prochainement élu maire? Alors, on Merci. retient court et une action. Une action seulement. Maria-Adou. Ça, c'est une très bonne idée. Merci. C'est vrai que j'aime bien développer, hein. Je suis un peu médiatrice aussi, donc de formation. Mais juste pour répondre sur la problématique, effectivement, il y a 3000 personnes qui sont sans abri à la rue. Et notre première, si je suis élu maire, la première chose que je ferai, c'est la réquisition des logements vacants pour leur mettre justement un toit sur leur tête. Mais pas que. Parce que les sortir de la rue, ça ne règle pas le problème. Il faut aussi un suivi sanitaire et social avec eux. Il faut qu'on puisse les mettre en relation avec des psychiatres, avec des psychologues, avec pour notamment les addictions à l'alcool, à la drogue. Et tout ça, c'est un parcours qu'on doit faire avec des associations, des collectifs, pour pouvoir les aider, et notamment avec des centres municipaux de mobilité, des centres de santé de mobilité qu'on compte mettre en place aussi dans notre mesure programmatique. Mais effectivement... Une action, c'est la réquisition des logements vacants. Voilà, moi, ça me tient à cœur en tant qu'ancienne travailleuse du social et qui fait des maraudes constamment, notamment dans le centre. C'est vraiment triste de voir ça, quoi. Et avant de réquisitionner, Stéphane on Bally. peut utiliser déjà des bâtiments vides, Voilà. et je pense notamment à la cité administrative, dont nos impôts, puisque c'est un bâtiment aujourd'hui de l'État, nos impôts juste pour du gardiennage, pour éviter finalement qu'il y ait des usages à l'intérieur, ça coûte quasiment 1 million d'euros par an. Et donc moi, la proposition que je formule, c'est que les bâtiments vacants, et il y en a un certain nombre sur l'île, permettent
de développer de l'hébergement d'urgence très massivement. Nous avons à Lille 2 fois plus de sans-abri proportionnellement en population qu'à Paris. Il faut impérativement prendre le problème à bras-le-corps. Mathieu Vallée. Accompagné avec des structures d'hébergement d'urgence, on a des bureaux vacants, on a des lieux vacants, sans changer les règles du plan local d'urbanisme, parce qu'il faut de la stabilité. Parce que moi, j'ai pas une défiance vis-à-vis de ceux qui achètent pour loger, et justement, il faut les encourager d'avoir plus de logements. Ensuite, les réinsérer. Donc, on a des emplois vacants, on a des missions aussi qu'on pourrait permettre à ces personnes de réintégrer vers une réinsertion professionnelle, parce que je le dis, pouvoir vivre dignement, c'est aussi pouvoir vivre de la sueur de son front et de son salaire. Et enfin, le logement social. J'ai été dans une cohérence tout à l'heure, c'est de loger ces gens prioritairement qui occuperont un emploi après dans une réintégration, une réinsertion pérenne. Le but, c'est pas de déplacer les problèmes, que ce soit, vous parlez par exemple de la gare, que ce soit rue des Canonniers ou que ce soit vers les Bleuets ou vers Ralille. Le but, c'est d'apporter une solution durable. Voilà ce que je propose. Violette Spielbout. D'abord, je crois qu'il faut absolument renforcer le soutien aux associations qui accompagnent ces personnes, parce que c'est un métier, comme vous l'avez dit, Madame Adouche. Et renforcer le soutien à ces associations, c'est faire un choix budgétaire au sein du budget de fonctionnement de la ville de Lille, pour que ce qui concerne le maire, d'augmenter les subventions en solidarité et donc de faire des choix de renoncement ailleurs, sur des dépenses moins utiles ou plus dépensières. Je pense en particulier aux grands événements, par exemple, qui coûtent parfois très cher et qu'on pourrait faire moins cher pour avoir une politique durable de solidarité. Renforcer le soutien aux associations, c'est aussi le projet que je propose qui s'appelle Carrefour des Solidarités, ALM, et qui est un lieu ressource pour l'ensemble des associations et notamment qui font des maraudes, avec des moyens logistiques pour elles, des camionnettes, des chambres frigorifiques, plus de facilité à travailler ensemble, à côté desquelles on aura de l'hébergement pour ces personnes qui pourront se réinsérer à travers un travail auprès de ces associations. Monsieur Mollard avait dit une action. Louis Delemaire. Oui. Alors, comme l'ont dit d'ailleurs Monsieur Vallée et Monsieur Belli, je crois que ça passe d'abord par la création d'hébergements à la fois d'urgence et aussi pérennes. Et effectivement, je partage la proposition de Monsieur Belli sur les bâtiments publics qui sont vacants. Il a cité la cité administrative. Je trouve que c'est une piste intéressante sur laquelle il faudrait effectivement plancher. Arnaud Deslandes pour conclure. Construire encore plus de places d'hébergement d'urgence. La ville en a construit encore, par exemple, sur le pôle Saint-Exupéry qui se trouve à la porte d'Arras. On est en train d'aménager encore le 2e étage pour avoir un lieu d'hébergement d'urgence. On s'engage à en faire 200 de plus encore sur le mandat. Mais il faut quand même dire qu'il y a un enjeu de solidarité métropolitaine qui se pose. Il faut que les villes qui aujourd'hui ne veulent pas faire de l'accueil d'hébergement d'urgence soient contraintes par l'État dont c'est la compétence pour que aujourd'hui chacun prenne sa part, et la ville le fait de manière exemplaire et depuis longtemps, puisqu'on a aujourd'hui près de 40% des places métropolitaines et même 25% des places départementales en termes d'hébergement d'urgence. Merci beaucoup. On parlait tout à l'heure du narcotrafic. Alors, on ne va pas revenir sur la sécurité, les moyens de police, les caméras, etc. Quoique, ce narcotrafic, il a aussi des conséquences dans le quotidien des Lillois. Madame, au 3e rang, avait une question à vous poser. Oui, je voulais savoir quels sont vos objectifs pour veiller à la sécurité dans les transports en commun, en concertation avec Ilivia, puisqu'ils ont des caméras. Et c'est pas normal que dans le sas de l'ascenseur, on doit enjamber des drogués qui sont là pour cocher sa carte dans le sas. Vous habitez où, madame? J'habite à Gambetta. Et régulièrement, je suis confrontée à ce problème d'enjamber des drogués par terre. Donc Ilivia, ils ont des caméras, ils peuvent quand même envoyer quelqu'un pour solutionner le problème, quoi. Qui veut répondre sur cette question? Louis Delemaire. Voilà, en réalité, quand le réel rencontre l'idéologie. C'est-à-dire que, en réalité, ce que dit cette dame, c'est ce que vivent de nombreux Lillois au quotidien. Et vous continuez à dire qu'il ne faut pas mettre de caméras de vidéoprotection à Lille. La caméra va empêcher le drogué d'être dans l'ascenseur. Non, ça va pas empêcher, ça va détecter, comme le dit cette dame, ça va détecter. Des caméras dans le métro. Oui, ça va détecter, et derrière, la police municipale pourra faire partir ces personnes-là pour que chacun puisse avoir un cadre de vie, notamment dans les transports en commun, cohérent et en tout cas le plus tranquille c'est une régie possible. Privée. J'ai rencontré cette dame, mais aussi d'autres qui ont été agressés dans les transports en commun et à la sortie des transports en commun, notamment par des personnes toxicomanes. C'est un vrai sujet. Il nous faut donc, c'est pour ça que sur la sécurité, je propose davantage d'agents de police, mais aussi avec un réseau de vidéoprotection pour faire intervenir les agents de police sur le terrain en temps réel dès qu'on voit ces faits-là. Donc vous, en fait, ce que vous voulez faire, souhaitez faire, c'est déplacer la misère.
Mais c'est pas déplacer la misère. Bah c'est si, un vous avez dit, travail. j'appelle la Non, police mais non. municipale pour Oui. qu'elle les envoie ailleurs. Bah, pas pour qu'elle les Qu'est-ce envoie qu'on fait ailleurs. Bah, non, mais Est-ce que vous après, il y a un réglez... En travail. fait, là, vous êtes juste dans... Je parle des personnes, des Vous êtes délinquants. juste dans la qui forme et pas dans la s'en prennent- cause. Non, pas du tout. Je parle des personnes qui sont des délinquants et qui s'en prennent notamment aux personnes âgées qui prennent les. Délinquant maintenant. Bon. Bah, à partir du moment où vous, à partir du Alors, moment un où usager vous de agressez drogue physiquement, qui est dans l'ascenseur, à partir du moment où c'est un vous agressez délinquant. physiquement, Parce qu'il se Non, drogue non, et qu'il mais- est dans l'ascenseur. attendez. Peut-être parce qu'il est complètement laissé à l'abandon. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller. Et peut-être qu'il n'y a pas d'accueil où l'accueillir aussi. Il faut arrêter de Non, mais stigmatiser les usagers de Je parle drogue. de personnes qui s'en prennent, notamment aux personnes Ah, Arnaud Deslandes, C'est pour ça que qu'il peut faut- faire le maire Nous proposons d'avoir maintenant une maraude sanitaire spécifique pour les personnes toxicomanes pour qu'elles soient prises en charge avec des professionnels qui sachent prendre en charge ces publics-là et qui puissent intervenir directement dans l'espace public. Et puis je porte ici encore le regret, parce que même si ça ne résoudra pas tout, que nous n'ayons pas pu aujourd'hui ouvrir une salle de consommation à moindre risque qui permet d'accompagner, de faire de la prévention, de faire sortir certaines personnes toxicomanes qui sont volontaires de la spirale de la drogue. Et aujourd'hui, nous avons toujours été empêchés pour le faire. Tout était prêt. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque s'y est opposé. Et je pense que c'est un manque pour notre ville criant. Alors que nous étions prêts, nous étions engagés, nous l'avons fait avec... Parce qu'on ne concerte jamais, pourtant on l'avait fait avec tous les carrues de la ville, avec les spécialistes de la prévention des risques. Et nous avons été empêchés de le faire, et je le regrette encore aujourd'hui. Mais pas avec les riverains. Alors, Monsieur Bally, là-dessus, il faut quand même le dire. Vous êtes La loi intervenu. prévoit que les salles de consommation moindre risque soient ouvertes et adossées à des centres d'addictologie. Où se trouvent-ils? Ils se trouvent au 52 du boulevard de Metz. On revient aux problématiques de la rue Gambetta, par exemple. Madame, d'Ilévia, Madame, j'ai eu la même expérience que vous il y a maintenant quelques mois au métro mairie de Lille en prenant l'ascenseur. Moi, ma proposition, elle est zéro consommation de drogue sur l'espace public. C'est une question sanitaire, c'est une question sécuritaire et c'est une question aussi sociale. Je ne partage pas le propos de M. Delemaire sur finalement une personne qui est aujourd'hui dépendante serait forcément délinquante. Et on a besoin d'un accompagnement qui soit social, sanitaire et aussi, et c'est bien le sens de ma proposition, zéro consommation de drogue sur l'espace public, parce que oui, c'est un enjeu aussi de sécurité, à la fois... et là on l'évoquait sur le métro, mais aussi dans la rue, où vous avez éventuellement certains enfants qui peuvent ramasser une seringue tout à fait. Et là, en la matière, je suis très pragmatique et malheureusement, le jeu politicien et le manque de concertation a fait que la ville de Lille ne dispose pas de cette salle qui était une salle de consommation. Je vais vous demander d'accélérer un petit peu. Vous disiez ça, vous savez très bien qui s'y est opposé. C'est l'opposition de Gérald Darmanin qui s'est opposée à la nôtre comme il s'opposait à toutes les salles qui ont voulu ouvrir en France, Eh hors bien, Paris, demandez Strasbourg. l'expérimentation pour l'année Vous le savez. 2026 et 2027. Nous sommes opposés sans doute maintenant. Et un vous ancien pouvez élu reconnaître de la majorité socialiste qui est médecin. Je vais vous demander d'accélérer dans vos réponses pour qu'on puisse répondre à un maximum de questions des Lilloises et des Lillois. La question de madame aussi portait sur le fait qu'il y a des caméras dans le réseau Ilévia qui sont effectivement au nombre de 2000, je crois, donc un peu partout, tout le réseau émaillé, et que finalement ça ne crée pas de réaction lorsqu'il y a une personne dépendante qui vous empêche d'accéder à l'ascenseur et qui n'est pas prise en charge. Voilà, vous appuyez sur le bouton et il ne se passe rien. Excusez-moi, j'ai appuyé sur le bouton de sécurité pour signaler qu'il y avait 2 drogués et qui ça étaient marche avec pas. du seringue. On m'a dit, est-ce qu'ils respirent? Non, mais voilà, donc la réalité, c'est en fait l'efficacité d'un système aujourd'hui où on a les caméras Ilévia d'un côté, les caméras de la ville de Lille au centre de supervision alors, en tant urbain que de maire l'autre demain, côté. que faites-vous? Donc, moi, je propose au sein de ce que j'ai appelé l'Hôtel France, qui est un hôtel de police commun, un centre d'hypervision commun. C'est-à-dire que les caméras d'Ilévia, les caméras de la métropole européenne de Lille sur les routes, notamment pour les accidents routiers, ou les caméras de la mairie de Lille, qui sont gérées par la police municipale, soient connectées, y compris avec la police nationale, et qu'on puisse envoyer des services sociaux. Parce qu'en réalité, un médiateur d'Ilévia, il va vite être aux limites de sa compétence. Il va falloir un service d'accompagnement de la personne qui est dépendante de drogue. Et donc ça, c'est un sujet d'efficacité et de lien entre les services qu'il faut absolument faire dans un hôtel commun de prévention et qui soit On va avancer, s'il vous plaît. et l'homme. On avance.
Bon, d'abord, madame, vous dire qu'à Lille, vous avez un service interdépartemental de sécurisation des transports en commun de la police nationale qui fait un travail remarquable. Ils interpellent tous les jours des personnes recherchées, ils interpellent aussi des personnes qui commettent des violences dans le métro, des vols avec violence, et ils sont à peine une centaine. Ils ont perdu près de 50 effectifs en 5 ans, et donc là, c'est aussi important. La deuxième chose, je suis le seul à parler de l'hôtel de police de Lille, c'était une fierté. Vous savez, celui qui est rue Marquilly, à Lille Sud, il est en train de s'écrouler. Pas de la faute de Monsieur Deslandes, de la faute de Eiffage, qui visiblement l'a mal construit. 52 millions d'euros avec votre argent, notre argent, sur plusieurs années, puisqu'on l'a acheté à crédit. Là, c'est pareil, on a déménagé sur 5 bâtiments, 3 bâtiments de la police nationale. Si on veut avoir des policiers qui protègent, et ici on a tous dit qu'on voulait respecter la compétence de la police nationale, j'aimerais qu'au prochain mandat, on se retrouve tous pour pousser le ministère de l'Intérieur à poursuivre Eiffage et qui répare toutes les fuites et le délabrement de ce commissariat. Enfin, sur ces policiers dont je vous ai parlé, je vais les compléter par la police municipale. Mais moi, quand j'étais policier, alors c'est les mêmes problèmes. Vous avez vu qu'à Lille, il y a une déferlante de la cocaïne, du crack, là où avant il n'y avait que le cannabis, ce qui est inquiétant maintenant pour notre jeunesse qui, dans les statistiques, est la plus consommatrice de ces drogues, qui sont des drogues pour moi ni douces ni dures, mais des drogues simplement parce qu'elles vous transforment en zombie pour avoir vécu en tant que policier. Et moi, je dis simplement que oui, il faut une prise en charge aussi sanitaire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait la justice quand on interpelle un consommateur? Oui, on va rester sur la question de la rue Gambetta. C'est le rôle du maire, madame. Quand vous avez un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le procureur siège dans ce CLSPD qu'on peut réunir au moins 3 fois par an lorsqu'on suit ces questions avec assiduité. Moi, je demanderais que le parquet, au-delà de demander et au juge de décerner des décisions de justice sur ces injonctions thérapeutiques, qu'il y ait un vrai suivi et que la municipalité avec la métropole, M. Deslandes a raison, on puisse avoir ces vraies injonctions thérapeutiques. Maintenant, sur les... Pardon, je termine et je ferai court. Sur les salles de consommation à main de rue, j'en ai connu une dans le 10e quand j'étais lieutenant de police sur le 18e. Vous savez ce que ça a changé? Bah rien. Les gens continuent à consommer dans la rue, il n'y a pas de suivi réel parce que les structures qui sont chargées de le faire sont débordées, les seringues et les différents objets qui traînent suite à cette consommation n'ont pas diminué dans les halls d'immeubles, dans les parties communes pour les riverains qui y habitent. Donc moi, si ça fonctionnerait, je vous dirais oui, mais ça ne fonctionne pas. Je l'ai vu de vos propres yeux, elle a ouvert avec Mme Hidalgo dans les mêmes conditions que celles qu'on nous propose à Lille. Donc si ça fonctionne, je dis oui, si ça ne fonctionne pas, je dis non, et j'ai même peur qu'on en crée une entorse au droit pénal. On dit aux gens, vous ne consommez pas de stupéfiants partout, sauf dans des endroits. C'est quand même quelque chose de loufoque. Merci. Mathieu Delcroix de La Voix du Nord, vous êtes aux côtés d'une lectrice ou auditrice téléspectatrice qui a une question à poser. Tout à fait, qu'un autre sujet important sur la mixité sociale. Bonjour à tous, Lady Marie Neves do Prado, française par naturalisation. J'habite au quartier Lille-République. Donc, j'aimerais bien savoir quelles mesures concrètes envisagez-vous pour favoriser la mixité dans tous les quartiers de Lille en garantissant que toutes les communautés, y compris les plus défavorisées, puissent avoir accès aux services et aux opportunités de manière équitable. Merci. Laouari Adouche, comment on favorise la mixité sociale dans tous les quartiers de Lille? Forcément, la Waria à douche, mixité sociale, ça va avec. Non, c'est simplement parce que vous avez du temps de retard et c'est pour ça que je vous donne la parole en premier. Non, ce n'était pas un reproche, hein, mais j'ai pas de problème avec ça, j'assume pleinement. Je suis fière de mes origines. Effectivement, nous, ce qu'on souhaite, effectivement, c'est justement, au travers de la culture notamment, on souhaite faire, par exemple, un grand festival. Vous savez, un grand festival dans chaque quartier. Il y a 10 quartiers à Lille. Et à chaque fois, ce qui se passe, c'est par exemple, on a un événement vitrine qui se passe à Lille-Centre. Et ben, du coup, c'est Lille 3000. Je ne sais pas si vous avez connu. Et nous, ce qu'on dit, c'est justement, en fait, ça concerne une certaine population et ça ne comprend pas tout le monde. Donc tout le monde, on a tout le temps, encore une fois, les quartiers populaires qui sont délaissés. Et donc nous, ce qu'on souhaite faire, pour la mixité sociale notamment, ça passe aussi par la culture, c'est faire un grand festival dans les quartiers, dans les 10 quartiers de Lille, pour pouvoir justement avoir cette mixité, qu'on puisse se mélanger, qu'on puisse se rapprocher, parce que la culture, elle parle à tout le monde, elle est émancipatrice, c'est un échange de culture, et c'est ça qu'on doit travailler, c'est le vivre ensemble. Et donc pour vous, Lille 3000, terminé ? C'est pas que c'est terminé, c'est juste que c'est des moyens, il faut l'adapter autrement. On ne peut pas avoir un seul événement de culture qui est concentré que sur le centre, sachant d'autant plus que ça fait venir les touristes, ça ne fait pas émerger nos acteurs culturels locaux qui meurent, qui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils sont dans la précarité. Et nous, ce qu'on souhaite faire en faisant le grand festival dans les 10 quartiers populaires de Lille, dans les 10 quartiers de Lille, de tout Lille, c'est justement de faire émerger les acteurs culturels locaux. Et on va même plus loin de ça avec justement une adhésion au GIP Café Culture, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une adhésion qui permet justement pour les bars, les restaurants, les salles, etc., de pouvoir justement payer des artistes
pour qu'ils sortent déjà de la précarité et pour leur visibiliser aussi leur travail. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. Donc la mixité sociale, elle passe aussi par la culture et c'est ce qu'on souhaite faire avec notre programme. Louis Delemaire, est-ce que... Pourquoi vous résumez à chaque fois, c'est une vraie question, je ne vous attaque pas. Vous résumez à des origines, à un nom, ou d'ailleurs origine, que ça soit sociale, ethnique, géographique. Vous êtes d'abord et avant tout française. Donc quel que soit l'endroit où on vient, de quelle famille on est, moi aussi je suis issu de l'immigration. Alors on n'est pas issu du même endroit, mais on peut partager cet amour du pays. Et j'entends passer dans vos discours ce patriotisme à la française qui concerne tout le monde. Moi quand je vous regarde, madame, je ne vois pas une couleur de peau, je ne vois pas un nom. Mais oui, écoutez, vous voyez, ce débat aura permis de vous rassurer si besoin en était encore, madame. Je ne sais pas si je suis rassurée parce qu'au Rassemblement national, c'est pas ce que vous prenez. Écoutez, là, la tête du Rassemblement est devant vous. Donc, si vous voulez, je peux être votre tête de gondole à vouloir vous payer ma tête. Non, c'est juste votre parti et l'idéologie de votre parti. Sur le fond, j'ai eu la chance de travailler dans mon métier comme le vôtre, j'imagine, avec des gens de toute origine, de tout horizon. Et je vous promets que c'est sincère. Arrêtons de nous réduire à une orientation sexuelle, à une origine, à un nom. On est tous français et on a tous les mêmes droits. Allez, on revient vraiment sur la propositions. La mixité sociale, la mixité rien ne me dérange. Moi, tout ce qui me dérange, c'est qu'il reste 9 minutes et 40 secondes au chrono et qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Est-ce qu'on partage cette même amour et cette même conviction? Moi, je suis français, je suis fier de l'être. J'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, vous pouvez pas me donner des leçons de morale en disant que vous considérez tout le monde, qu'on peut se rassembler. Tout le monde qui soit français. Allez, on met pas de pièces dans la machine. De la part du Rassemblement national. On met pas de pièces dans la machine. Louis Delemaire. La mixité sociale passe par la culture. On va revenir un peu en question de fond sur ce thème-là. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour c'est avant tout le logement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 26% de la population lilloise qui vit sous le seuil de pauvreté. Martine Aubry, j'imagine que c'est pareil pour Monsieur Deslandes, en font un slogan comme quoi la ville de Lille est un exemple en matière de mixité sociale. La vérité, c'est que quand on va dans certains quartiers, on se rend compte qu'il y a des quartiers qui sont totalement paupérisés, où il y a trop de concentration de logements sociaux et donc de pauvreté, et donc des problèmes sociaux et également des problèmes d'insécurité. Et moi, ce que je souhaite, c'est que demain, à l'échelle de la ville, on répartisse réellement les logements sociaux et qu'on arrête de faire des quartiers où on a, notamment en périphérie du centre-ville, des quartiers avec 40-50% de logements sociaux. Violette Spielbout. Moi, je suis heureuse de votre question, madame, parce que ça va nous permettre de parler, on en parle trop peu, de l'éducation, qui est une compétence du maire de Lille. Et quand on est maire de Lille, LM et l'homme, on s'occupe de toutes les écoles publiques. Et c'est là, à l'école, dès le plus jeune âge, pour moi, à mes yeux, et déjà parfois même dans la petite enfance, qu'on peut favoriser cette mixité de points de vue, ce partage des cultures. Donc ça se fait notamment au sein des politiques de l'éducation nationale, pendant les heures de cours, mais dans le périscolaire. Et dans le périscolaire, moi, je souhaite pousser la communication non violente, l'apprentissage des cultures à travers des ateliers de découverte de la culture et de l'histoire de chacun et de chacune des familles et des enfants. Je souhaite aussi développer l'éducation artistique et culturelle. Il y a un très beau plan musique aujourd'hui à Lille dans certaines écoles. Il faut le doter de plus de moyens et renforcer le soutien aux associations, centres sociaux et maisons de quartier qui finalement permettent cette mixité à travers des activités sportives, culturelles, de découverte, de voyage parfois, qui sont absolument nécessaires pour toutes les familles dans tous les quartiers de Lille, LM et l'homme. Stéphane Bally voulait développer les lieux intergénérationnels aussi. Tout à fait, et tout en ayant bien conscience que, c'était rappelé, un quart de la population lilloise vit sous le seuil de pauvreté. C'est évidemment de l'intergénérationnel, mais c'est aussi avec des logements qui soient abordables, avec des transports, avec une gratuité qui soit étendue, avec des mesures notamment sur l'alimentation, une alimentation saine qui soit accessible à toutes et à tous. C'est aussi finalement redonner du pouvoir de vivre par le biais de l'ensemble des compétences et des actions de la ville de Lille. Sur la mixité sociale, qui était notre thème de départ, Arnaud Deslandes, on va finir sur ce thème avec vous. La Waria Adouche a parlé de Lille 3000, a parlé de culture, j'imagine que... Rappelez quand même, sur la mixité sociale, elle se construit aussi dans la manière dont on aménage la ville et qu'on a été les premiers à mettre en place ce qui s'appelle un peu techniquement la servitude de mixité sociale, qui fait que dans chaque projet de plus de 15 logements, il y a un tiers de logements sociaux qui sont forcément prévu dans la construction et que nous essayons d'équilibrer le territoire. C'est qu'effectivement, par le passé, il y a eu, et ça remonte aux années 50 et 60, du 100% social et que nous voulons rééquilibrer pour pouvoir aussi mettre du social dans les quartiers où il y en a moins. Je prends un exemple, parce que madame est à Lille République. Si vous prenez l'hôtel des Postes sur République, il a été reconverti
en logements sociaux, 100%, dans un territoire qui aujourd'hui était un peu déficitaire par rapport à la moyenne de la ville, sachant que nous avons déjà rempli largement nos objectifs de loi SRU. Et après, il faut bien sûr mettre du lien et de la cohérence dans la ville. Et la loi SRU, je précise, c'est quel pourcentage de logements sociaux dans la 25%. ville? Ça, c'est la loi qui vous l'impose. Et nous, à Lille, on les atteint. Et nous sommes au-dessus. Et à 26. Mais nous sommes au-dessus. Et si toutes les villes avaient fait la même chose, nous ne serions peut-être pas là en train de parler de la plus grande crise du logement que nous connaissons depuis l'après-guerre. Et bien sûr, après, il y a la question du lien entre les habitants, et la culture en fait partie. Dire que que l'île 3000 n'est pas dans les quartiers, c'est quand même assez faux. Il y a une programmation qui, c'est vrai, avec la parade, se fait en cœur de ville, mais il y a des programmations dans tous les quartiers autour d'événements culturels, y compris avec des événements très populaires comme les carnavals de quartier qui sont faits avec l'île 3000 et qui sont faits avec les acteurs locaux, les associations culturelles locales. 85% du budget de l'île 3000 est reversé aujourd'hui à des associations culturelles locales sur le territoire de l'île ou sur le territoire métropolitain, puisque l'île 3000 intervient aussi à l'échelle de la métropole. Merci beaucoup. On avait encore beaucoup de questions à vous poser dans le public, mais malheureusement, on ne va plus avoir le temps. On avait des questions sur le pouvoir d'achat, sur la biodiversité ou encore sur la propreté. Donc, il va vous falloir revenir pour en parler, peut-être avant le second tour, pourquoi pas. J'espère que vous êtes satisfaits des réponses qui ont été apportées. Ce grand débat touche à sa fin. Merci à tous. Merci aussi au public et à toutes les équipes mobilisées, ici radio, télé et La Voix du Nord. Prochain débat des municipales, il sera consacré à Calais, lundi à 18h15. Je vous souhaite une très bonne soirée.